Christian Guder nous a rejoint pour ce forum européen des mobilités carbone Pau 2024. Monsieur le député européen, merci d'être parmi nous. Vous êtes membre d'une commission qui traite de ce sujet, qui traite d'industrie, qui traite d'énergie. Est-ce que le sujet des mobilités décarbonées est un sujet qui, aujourd'hui, objectivement, est central dans les discussions que vous avez au niveau de la commission en général? Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis toujours très heureux de venir à Pau, une ville qui investit beaucoup sur l'énergie, sur les réflexions aussi pour l'avenir, parce que, comme vous l'avez dit, le Green Deal a été déclaré il y a quelques années, donc à partir de 2019, ça a été la priorité de cette mandature au niveau de l'Union européenne. Mais ce n'est pas parce qu'on fixe un objectif comme ça qu'on ne doit pas continuer à réfléchir. Il n'y a pas de dogme, il y a une réflexion à avoir sur les nouvelles technos, ce qui peut être très bon pour avancer notamment dans le domaine des transports, dans tout ce qui est bas carbone. Et des colloques, des rendez-vous comme le vôtre sont extrêmement utiles pour avancer sur cette réflexion-là, parce que vous avez dans votre programme un certain nombre de tables rondes qui montrent qu'il y a de l'innovation, il y a de la recherche, il y a du développement, et que c'est là autour qu'on doit être capable, nous, élus du Parlement européen, d'écouter. Donc je serai avec plaisir dans la salle pour écouter les interventions qui sont programmées. Alors évidemment, c'est au cœur du débat. On a, pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler, on a eu 75 textes différents. C'est absolument énorme. Maintenant, il va falloir les mettre en œuvre, hein, parce que oui. bon, voilà. Avec des clauses de revoyure également pour un certain nombre de textes. C'est-à-dire qu'on a fixé un objectif et on va quand même revoir en 2025, 2026 un certain nombre de choses. Alors, 2026, c'est la clause de revoyure pour les moteurs thermiques. 2025, c'est le texte qui est prévu sur les carburants alternatifs, hein, à la demande de l'Allemagne notamment. Donc voilà, on a un certain nombre de sujets qui sont évoqués. Moi, j'étais rapporteur sur la directive sur les énergies renouvelables. Je suis en même temps président de l'intergroupe sur le nucléaire au Parlement européen. Et j'étais tout récemment rapporteur sur le NZIA, le Net Zero Industry Act, qui est peut-être un texte majeur sur lequel je peux peut-être m'arrêter 2 minutes si vous le permettez, parce que ce texte liste toutes les technologies propres européennes, donc les technologies propres qui font de l'énergie propre. Et notamment toutes les technologies pour les transports sont dans le texte. Alors il y en a une liste assez impressionnante. Évidemment, les RFN bio sont dedans, mais j'ai pris quelques notes pour vous le redire, comme ça on est sûr que je ne dise pas de bêtises. Mais les technologies de propulsion éolienne, propulsion électrique pour les transports, les technologies de recharge électrique pour les transports et les technologies pour numériser le réseau, les technologies des batteries et de stockage d'énergie, les technologies de l'hydrogène, notamment les électrolyseurs et les piles à combustible, les technologies durables de biogaz et de biométhane, et enfin les technologies de carburants alternatifs durables. Donc NZIA, c'est un texte hyper important. C'est le dernier texte qu'on ait voté sur la dernière session plénière du Parlement européen. Donc voilà, c'est quelque chose qui va se développer maintenant. C'est un règlement, donc ça va aller assez vite. D'ici l'année prochaine, il s'appliquera. Et donc, il est important, à mon avis, que l'ensemble des participants de votre événement puissent aussi être informés du contenu, puis d'aller un petit peu plus loin pour voir maintenant comment concrètement ça va se décliner. Beaucoup d'intervenants hier ont soulevé des questions concernant finalement les choix qui avaient pu être faits au niveau européen. Parfois, certains entre guillemets, pointant du doigt, des choix qui parfois peut-être devaient limiter le panel des possibilités techniques, technologiques, le mix énergétique, qui est un fil rouge de cette conférence et depuis d'ailleurs plusieurs années. Quel est votre regard sur le sujet ? Alors, sur le mix énergétique, les choses sont claires. L'énergie n'est pas une compétence de l'Europe. Donc, on doit être neutre technologiquement. Par contre, là où l'Europe est compétente, c'est pour apporter une feuille de route climatique pour chaque pays, en disant, voilà, vous devez plutôt faire ça ici, vous devez plutôt faire ça là. Et donc, veillons à ce que justement, au nom du dogme, on n'interdise pas des technologies, on n'interdise pas des énergies. Alors après, il y a une question de répartition. Je ne sais pas si c'est ça dont vous voulez me parler, mais il est clair que sur les biocarburants, par exemple, il n'y en aura pas pour tout le monde. Je ne sais pas si j'anticipe vos questions. Vous anticipez bien le sujet qui va venir. Alors, les biocarburants, clairement, donc on vient de prendre avec l'annexe 9 de RED, un acte délégué de la Commission, la décision de flécher plutôt les biocarburants vers le secteur de l'aviation, notamment pour les longs courriers, les moyens courriers pourraient être à hydrogène, les petits courriers, les courts courriers, pardon, pourraient être à hydrogène. Mais en tout cas, pour les longs courriers, on a besoin de biocarburants. On a décidé de le flécher prioritairement dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'à la réflexion,
On ne pourra pas voir que finalement, il peut y avoir tel ou tel élément en plus. Peut-être que pour faire un biocarburant, il peut y avoir des sous-produits qui peuvent être utilisés différemment. Il y a donc, alors, dans le texte, il y a également donc, toutes les cultures intermédiaires qui sont autorisées maintenant, qui sont reconnues pour permettre la production de ces biocarburants. Et donc, s'il apparaît à l'usage qu'il y a d'autres éléments qui peuvent baisser les prix, qui peuvent permettre de fournir davantage, eh bien, il faut évidemment qu'au niveau réglementaire, on soit capable d'adapter. Et sur tous ces textes, en général, on a des clauses de revoyure. Donc ça permet d'adapter les choses. Alors ça va être maintenant le rôle du nouveau mandat, puisque là on est arrivé au terme de celui-là. Mais dans ce nouveau Parlement qui va arriver, il faudra bien sûr assurer le suivi de ces règlements, de ces textes. RED, la directive sur les énergies renouvelables, va évoluer. On va essayer de la faire évoluer vers une directive sur le bas carbone, donc c'est-à-dire du renouvelable et du pas renouvelable, pourvu que ça décarbone. Alors, on a entendu également hier beaucoup d'industriels et beaucoup de représentants du secteur économique dire qu'il fallait avoir de la visibilité pour être capable d'investir, pour qu'ils puissent finalement mettre en œuvre toute une chaîne, toute une filière de production. Comment est-ce qu'on peut apporter de la lisibilité? Parce que j'entends bien que le cadre que vous venez d'évoquer, monsieur le député, mais j'entends également dans vos phrases, il y a des clauses de revoyure, on va faire le point, rien ne nous empêche, etc. Comment donner une forme de visibilité? Alors, je peux prendre l'exemple des normes Euro 7. Je ne sais pas, vous avez un peu entendu parler de ces choses-là. C'est les normes d'émission sur les voitures. On a justement veillé, parce qu'il y a souvent des normes qui réapparaissent. Les normes, ce n'est pas fait pour embêter le monde. Les normes, c'est fait pour que le marché commun soit fluide et qu'on puisse facilement, quand on est en Allemagne, commercer dans les 26 autres pays, quand on est en France, commercer dans les 26 autres pays. C'est ça le principe des normes et des règles européennes. Ce n'est pas fait pour embêter le monde. Donc on essaye un petit peu d'avancer comme ça. On a des normes Euro 7 qui sont arrivées. Moi, le premier, j'ai dit attention, ne touchez pas au moteur thermique. Parce que si on met des normes Euro 7 avec moins d'émissions encore, qu'on va demander aux industriels d'aller faire de la recherche pour que les moteurs thermiques émettent encore moins pour un temps donné, parce que le moteur électrique arrive, peut-être en 2035, peut-être en 2040. Là aussi, il faudra que les clauses de revoyure permettent de voir ce qu'on fait. Mais donc, on a fait exprès que sur les normes Euro 7, on ne touche qu'aux freins et aux pneus, et on ne touche pas au moteur. Et beaucoup d'industriels nous remercient, parce que eux, leur recherche-développement, c'est pour avoir des moteurs électriques plus performants en 2035. Donc, vous voyez, on est capable aussi de tenir compte de tout ça. Et il est clair, moi je viens du monde de l'entreprise aussi, donc, et je suis venu avec cette culture-là au Parlement européen. Il me semble majeur, les investissements, c'est le long terme, la vision, elle doit être de long terme, et donc on doit donner un cap clair. Et il ne faut pas être non plus BA au niveau européen. Je pense qu'on a besoin de députés européens qui s'investissent à fond dans les dossiers et qui soient capables de corriger les erreurs ou de faire pression, notamment sur la Commission européenne, pour changer des choses qui n'allaient pas. Je vais vous prendre un seul exemple. RED, la stratégie hydrogène européenne, qui a été lancée en juillet 2020, en même temps que l'Alliance européenne de l'hydrogène propre. On lance ça en juillet 2020. Tout le monde dit qu'il faut accélérer sur l'hydrogène. Ça va être 500 milliards d'investissements d'ici à 2050, 1 million de nouveaux emplois. L'Europe est en tête, on y va. 3 ans après, la Commission européenne n'avait toujours pas donné la réponse aux notifications des États membres sur les différents projets du PIEC hydrogène. Donc on a attendu quasiment 3 ans pour que la Commission réponde à des projets nationaux sur l'hydrogène. C'est totalement inadmissible. Et donc, on s'est permis d'en mettre un petit coup de pression. Alors maintenant, ils ont employé du personnel de plus. Bon, ça fait des fonctionnaires en plus, mais si c'est pour la bonne cause, en tout cas, les mettre aux bons endroits. Et donc là, on peut avancer. Dernière question. Vous avez cité cet exemple concernant l'hydrogène et puis cette phrase, en effet, l'Europe est en tête sur le sujet. Alors, on entend souvent sur ces sujets-là cette concurrence très importante qu'il y a au niveau mondial. On a vraiment des chances au niveau européen de performer, de tirer notre épingle du jeu, et si oui, à quelles conditions? Écoutez, on peut prendre d'autres exemples. L'Europe, n'oubliez jamais, c'est le premier marché au monde. Si les Américains sont riches, c'est parce qu'ils commercent chez nous. Si les Chinois, qui sont pas loin d'ici aujourd'hui, sont riches, c'est parce qu'ils ont commencé avec nous. Et donc, à nous de veiller que l'Europe soit une sorte de bouclier qui protège l'initiative, tout en restant ouvert au monde pour les exportations, bien évidemment, tout en veillant à ce qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale des autres
Quand nous, on fait des efforts, pas qu'ils viennent sur C'est notre ça. marché à des conditions qui ne sont pas les mêmes que nous et moins chères. Donc ça veut dire aussi, de temps en temps, la préférence européenne. Moi, sur le NZIA, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est moi qui ai introduit le concept de préférence européenne dans les marchés publics. Parce que si on dit qu'on va faire des politiques dynamiques sur les éoliennes, sur le photovoltaïque, et que nos collectivités publiques ne sont pas fichues de faire une préférence européenne dans les choix, bah, autant pas mettre d'argent dessus, puis tout de suite acheter chinois ou américain ou ce que vous voulez. Donc il faut une préférence européenne. Il faut, c'est pas du protectionnisme, mais il faut le level playing field, la compétition équitable. Et donc on a notamment mis en place un outil qui est encore peu connu, qui est le suivi des ingérences étrangères qui faussent la compétition. On a déjà 4 procédures d'infraction qu'on a lancées au niveau européen pour protéger aussi les industriels européens. Mais je vous prends un petit exemple. En Bulgarie, ils ont lancé un appel d'offres. Là, c'est pour des trains. Bon, Alstom, Siemens, tout le monde est dedans. Les Chinois de CRC arrivent. Ils voient que les autres sont mieux placés. Ils viennent avec une offre divisée par 2 du jour au lendemain. Parce que le gouvernement chinois avait mis de l'argent pour aider leur production moins chère, pour remporter l'appel d'offres en Bulgarie. Donc on a mis en place une procédure d'infraction et CRC sera sans doute interdit de répondre aux appels d'offres dans l'Union européenne. C'est pareil pour le photovoltaïque, c'est pareil pour l'éolien. Donc on a des procédures, des instruments qui nous permettent aussi de protéger notre innovation. Et ce que je voulais vous dire pour finir, c'est qu'on a d'autres exemples où l'Europe a montré un peu l'exemple au monde. Donc les nouvelles technologies de la décarbonation, on peut être aussi en capacité demain d'aller exporter aux États-Unis ou vers d'autres entités parce qu'on peut être exemplaire. On l'a fait pour la RGPD, par exemple. Hein. Vous savez, la protection des données. Des données, oui. C'était un concept européen. Bon, ben, les entreprises qui voulaient commercer avec l'Europe, elles n'avaient pas faire 2 standards. Le standard pour l'Europe et le standard pour chez elles. Donc, elles ont pris le standard européen. Et peut-être que pour la décarbonation, pour la planète, on peut aussi arriver à cela. C'est que les entreprises qui ne veulent pas être soumises à la taxe carbone aux frontières vont réduire leur empreinte carbone pour produire pour notre marché, mais également pour le leur. Donc finalement, tout le monde sera gagnant. Merci beaucoup, monsieur le député. Je vais vous laisser gagner la salle. Nous allons vous applaudir. Merci beaucoup. Merci à vous.